Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo où nous allons faire un rapide tour d'horizon de ce que sont les lois de Kepler qui décrivent le mouvement des planètes. En rapide introduction, il peut être bon de se rappeler que ces lois tirent leur nom de l'homme qui est derrière elles, c'est-à-dire Johannes Kepler, un astronome qui a vécu à la fin du XVIe siècle et qui a étudié longuement le mouvement des planètes autour du Soleil jusqu'à établir des lois mathématiques qui les régissaient, lois sur lesquelles Newton s'est ensuite appuyé pour établir sa théorie de la gravitation. Les lois de Kepler sont au nombre de 3. La première loi de Kepler est également appelée loi des orbites, car elle s'attelle à décrire la forme que prennent les orbites des planètes autour du Soleil, chose qu'on pourrait d'ailleurs étendre à la forme que prennent les orbites de satellites autour d'un centre attracteur. Les orbites des planètes, à l'exception de Mercure, sont quasiment circulaires. Toutefois, ce sont en réalité pas des cercles parfaits, mais de légers ovaux qu'on appelle en mathématiques des ellipses. Un cercle est défini classiquement par son rayon pour définir sa taille. L'ellipse, toutefois, n'étant pas uniforme sur tout son pourtour, elle a une longueur et une largeur. On est donc obligé de définir sa dimension dans deux directions, à savoir dans sa longueur ce que l'on appelle son grand axe, de longueur totale 2 grand L, et en largeur son petit axe, de longueur totale 2 petit l. Le cercle est défini par son rayon et la position de son centre, le cercle étant l'ensemble des points se trouvant à une distance r du centre. L'ellipse est définie de la même manière en mathématiques, mais toutefois, comme elle est allongée, il n'y a pas un seul centre, mais deux que l'on appelle en réalité des foyers, notés ici F1 et F2. Les foyers sont les points par rapport auxquels tous les points de l'ellipse, tracés en vert, possèdent une même caractéristique, à savoir que la somme des distances MF1 et MF2 sont les mêmes pour tous les points M de l'ellipse. Pour illustrer, si on prend le point M dessiné en bleu clair et qu'on trace les deux segments MF1 et MF2 et qu'on fait leur somme, on retrouvera rigoureusement la même taille, la même dimension totale que pour un autre point M' en violet à droite de l'ellipse en faisant la même chose. On aura une égalité MF1 plus MF2 égale M'F1 plus M'F2 et ça vaudra pour absolument tous les points M qu'on pourrait trouver sur le pourtour de l'ellipse. C'est comme ça qu'une ellipse est définie mathématiquement. Ça nous amène à la première loi de Kepler. Et vous vous en doutez, c'est parce que donc les planètes ayant des orbites elliptiques, il faut s'intéresser aux ellipses pour pouvoir définir correctement leur trajectoire. Et c'est tout simple. Pour une planète se trouvant donc sur une orbite elliptique autour du Soleil, le Soleil se trouve sur un des deux foyers de cette ellipse. C'est ce qu'on appelle la première loi de Kepler. Dans le référentiel héliocentrique, une planète a une trajectoire elliptique avec le Soleil qui se trouve sur un de ses foyers. La deuxième loi de Kepler s'appelle la loi des airs. Dans son écriture mathématique, elle cherche à décrire le fait que plus une planète est proche du Soleil, et plus elle va se déplacer à une vitesse importante, tandis que plus elle en est loin sur son orbite, et plus sa vitesse sera réduite. Ainsi, une planète qui se trouve sur la partie de l'orbite qui se trouve la plus proche du Soleil parcourt dans un intervalle de temps delta t une distance assez importante. Si on compare cette distance à celle que parcourra la planète lorsqu'elle se trouve de l'autre côté de l'orbite, dans la même durée delta t, dans ce cas-là, la distance sera beaucoup plus petite. En pratique, la deuxième loi de Kepler nous dit que le segment qui connecte le centre de la planète au centre du Soleil va balayer des airs qui auront la même valeur pour un même intervalle de temps delta t. C'est-à-dire que dans cet intervalle de temps delta t, le segment qui connecte en rouge, qui connecte le centre de la planète au centre du Soleil, parcourt ici une aire d'une certaine surface. Cette aire est liée à la distance parcourue par la planète sur l'orbite de l'ellipse et à la taille du segment. Le segment ici est petit, puisque la planète est proche du Soleil, mais par contre, la distance qu'elle parcourt sur l'orbite est grande. Tandis que de l'autre côté, le segment est beaucoup plus grand, en revanche, la distance parcourue sur l'orbite est beaucoup plus petite, dans le même intervalle de temps delta t. La deuxième loi de Kepler nous dit qu'en revanche, ce qui est identique dans les deux cas, donc pour le même intervalle de temps delta t, c'est la surface, donc ici hachurée en vert, la surface parcourue par ce segment rouge lorsque la planète fait son déplacement. La troisième loi de Kepler, aussi appelée loi des périodes,
s'intéresse à la durée d'une révolution de chaque planète autour du Soleil. Ce qu'on appelle la révolution, c'est le temps que met la planète pour faire un tour complet de son orbite autour du Soleil. Cette durée dépend uniquement de l'astre attracteur, à savoir ici le Soleil, et des dimensions de l'ellipse. Lorsqu'on va écrire la loi sous la forme mathématique, on fera donc intervenir la durée grand T d'une révolution, ce qu'on appelle la période de révolution de la planète, ainsi qu'en fait une seule des deux dimensions de l'ellipse, à savoir la taille de son grand axe de grand L. En pratique, la loi dit que c'est le carré de la période de révolution grand T qui est en fait proportionnel à la longueur du demi-grand axe grand L au cube. En pratique, on l'écrit donc T2 sur L3 égale à une constante. Cette constante est rigoureusement la même pour toutes les planètes du système solaire. C'est-à-dire que qu'on prenne la Terre, Mercure, Vénus, Saturne, comme ce sont tous des corps qui orbitent autour du même astre, à savoir le Soleil, ce rapport, la valeur du rapport T2 sur L3 est une constante. La conséquence, c'est bien sûr que lorsque la distance du demi-grand axe et donc la taille de l'orbite augmente, la période augmente elle aussi, avec toutefois un rapport de puissance un peu particulier, c'est pas une proportionnalité directe puisqu'on a ces puissances 2 et 3 qui interviennent. Ce que ça veut dire en pratique, c'est qu'on est capable d'utiliser les mesures faites sur, par exemple, la Terre pour déterminer, si on sait le temps que met une planète à faire son orbite autour du Soleil, la taille de son orbite par exemple. On a cette constante qui est la même pour tous les objets du système solaire qui permet de connecter les durées et les tailles des orbites de chaque planète. Il est aussi intéressant de savoir que cette constante, ne dépendant que du Soleil, est en fait liée à la force de gravitation qu'exerce le Soleil sur chaque planète. Et ça peut se redémontrer en appliquant à une planète sur son orbite la seconde loi de Newton. Enfin, comme les planètes ont une orbite quasi circulaire, si on décide d'oublier le fait que c'est des ellipses, il est intéressant de remarquer qu'on peut mettre cette formule sous la forme T2 sur R3, R étant dans ce cas le cercle de l'orbite circulaire, étant égal à une constante. Vous pouvez donc l'exploiter pour plusieurs choses intéressantes. C'est tout pour cette vidéo, merci de votre attention et à bientôt.